On va maintenant parler de l'os zygomatique, qui est un os pair et qui forme la pommette de la face. Il est quadrangulaire, aplati transversalement avec 3 faces, jugale, temporale et orbitaire, 4 bords et 2 processus. Concernant la face jugale, elle est latérale, convexe et lisse. Elle est percée par le foramen zygomatico-facial. Et en cas de fracture du zygomatique, on peut avoir une hypoesthésie qui est une baisse de la sensibilité sous-orbitaire, qui est donc liée à la lésion du nerf qui passe par le foramen zygomatico-facial et qui porte le même nom. En dessous de ce foramen s'insèrent les muscles petits et grands zygomatiques. Donc la face temporale qui est à l'intérieur et qu'on ne voit donc pas ici, présente une surface antérieure qui est rugueuse et qui s'articule avec le maxillaire, et une surface postérieure qui est lisse et qui constitue la limite antérieure de la fosse temporale. Elle est percée en avant par le foramen zygomatico-temporal. En bas de cette face s'insère le muscle masséter, et donc en cas de fracture du zygomatique, on peut avoir un trismus qui est une limitation de l'ouverture buccale. Ici, on a la face orbitaire. Elle est lisse et concave. Elle participe à la formation de l'orbite et présente dans sa partie verticale le foramen zygomatico-orbitaire que voici. Concernant les processus, il y en a 2. Le processus frontal qui s'articule avec l'os frontal et le processus temporal qui est postérieur et taillé en biseau aux dépens du bord supérieur. Il s'unit au processus zygomatique du temporal pour former l'arcade zygomatique. On va maintenant passer à la mandibule, qui est un os impair, médian, symétrique. Il constitue le squelette du menton. C'est le seul os mobile de tout le massif crânio-facial. Donc elle a la forme d'un fer à cheval, dont les extrémités se redressent vers le haut pour former les branches de la mandibule. Elle comprend donc 3 parties, un corps et 2 branches, qui sont unies par les angles mandibulaires que voici. Concernant le corps, il est horizontal, arqué, donc sous forme d'arc, à concavité postérieure, avec 2 faces, donc une face externe et une face interne en arrière, une partie alvéolaire et une base. Concernant la face externe, on doit parler de 3 choses: la symphyse mentonnière, la ligne oblique et les 2 foramen mentonniers. Donc, on commence par la symphyse mentonnière. C'est une crête verticale qui se termine en bas d'une saillie triangulaire. C'est la protubérance mentonnière. Les angles saillants de sa base forment les tubercules mentonniers. Une petite note clinique, donc la symphyse mentonnière avec l'angle de la mandibule et le condyle sont les zones les plus sensibles aux fractures, le condyle ayant un record de 30% des fractures. La ligne oblique part d'un tubercule mentonnier et se dirige en haut et en arrière pour se continuer avec la lèvre latérale du bord antérieur de la branche de la mandibule. Et on a le foramen mentonnier qui est situé en dessous de la 2e prémolaire et il livre passage au vaisseau et au nerf mentonnier. Il s'agit là de la face interne du corps qui est concave en arrière et présente. Donc là on va parler de 5 choses. Ce sont les épines mentonnières, la fossette digastrique, la ligne mylohyoïdienne, la fosse sublinguale et la fosse submandibulaire. Concernant les épines mentonnières, alors ce sont 2 paires de petites saillies osseuses qui sont situées de chaque côté de la ligne médiane. Donc on en a 4. Sur les 2 épines supérieures s'insèrent les muscles génioglosse
Géniaux en latin, ça veut dire menton, et glosse, c'est la langue. Donc c'est des muscles qui s'étendent entre le menton et la langue. Ces muscles génioglosses, ce sont les seuls à tirer la langue en avant. Et sur les épines inférieures, on a les muscles génio-hyoïdiens. Donc génio, on a dit, c'est pour le menton, et hyoïdien, c'est pour l'os hyoïde. Et voici une petite technique pour ne pas confondre les muscles génioglosses et génio-hyoïdiens. Donc en haut, on a la langue. Donc il y aura les muscles génioglosses et en bas, au niveau de la gorge, on a l'os hyoïde. Et donc c'est en bas qu'il y aura les muscles génio-hyoïdiens. Près de la base et en avant, on a la fossette digastrique qui va donner insertion au muscle digastrique. Ici, on a la ligne mylohyoïdienne qui est oblique et qui part d'une épine mentonnière supérieure pour se continuer en haut avec la lèvre médiale de la branche de la mandibule. Cette ligne sépare en haut la fosse sublinguale qui donne insertion à la glande sublinguale et la fosse submandibulaire en bas qui contient la glande submandibulaire. Alors on a une partie alvéolaire sur laquelle s'insèrent les dents et donc les racines des dents vont ici encore former des jugomes nommés les jugomes alvéolaires. Et puis on a une base qui est épaisse et arrondie et qui présente à sa partie postérieure le sillon de l'artère faciale qui a un trajet plutôt sinueux. À présent, on va parler des branches de la mandibule qui sont rectangulaires et chaque branche présente deux faces et quatre bords. Une face externe et une face interne. Et les quatre bords. Voilà. Donc sur la face latérale, on retrouve à sa partie inférieure la tubérosité massétérique qui donne insertion au muscle masséter. Et on a une face médiale qui est en rapport avec la glande parotide dans sa moitié postérieure. Elle présente le foramen mandibulaire qui se trouve ici et antérieurement à lui se trouve une petite crête. C'est la lingula mandibulaire, aussi appelée épine de Spix. Donc cette lingula mandibulaire est très importante car c'est un repère chirurgical intéressant. Pourquoi? Car les molaires ne peuvent être anesthésiés à cause de l'épaisseur de la mandibule. On fait donc une anesthésie tronculaire au niveau de cette lingula ou épine de Spix et qui est réalisée juste avant la pénétration du nerf dans son canal osseux. Donc cette anesthésie tronculaire a pour effet secondaire un trismus temporaire, mais c'est rien de méchant. Dans ce foramen passent les vaisseaux et nerfs alvéolaires inférieurs et ce trou se termine dans le foramen mentonnier. Et donc si on a une fracture qui passe par le trou mentonnier, on aura une paralysie du territoire cutané avoisinant. Ici on a le sillon mylohyoïdien qui part du foramen mandibulaire et qui se dirige en bas et en avant pour rejoindre la face interne du corps. Il contient le nerf mylohyoïdien. Et dans sa partie inférieure de la branche, on a la tubérosité ptérygoïdienne qui donne insertion au muscle ptérygoïdien médial. Le bord supérieur présente deux saillies, donc le processus coronoïde en avant et le processus condylien en arrière, séparés par l'incisure mandibulaire.
Le processus coronoïde donne insertion au muscle temporal. Et le processus candilaire est composé d'une tête et d'un col. Ce col présentant en avant la fossette ptérygoïde pour le muscle ptérygoïdien latéral. En cas de fracture du processus candilaire, il y a un fort risque d'ankylose, qui est l'immobilité de l'articulation, avec risque de trismus, qui est la limitation de l'ouverture de la bouche. Notons que ce trismus a de nombreuses causes, parmi lesquelles on peut citer le tétanos, qui va entraîner la contraction des muscles masticateurs. C'est d'ailleurs le premier symptôme du tétanos. Parmi les autres causes, on retrouve le cancer de la parotide, des causes dentaires parmi lesquelles on retrouve les dents de sagesse, la radiothérapie. Quant à l'incisure mandibulaire, elle livre passage au vaisseau et au nerf massétérique. Le bord inférieur forme l'angle mandibulaire et se continue avec le corps de la mandibule. Le bord postérieur est en rapport avec la glande parotide, et puis le bord antérieur qui est palpable. Et pour finir, on va parler de l'atteinte du nerf facial qui peut arriver en cas de lésion profonde de la face. Donc le nerf facial, c'est le nerf moteur de la face et donc de la mimique. Il pénètre en profondeur sous le lobe de l'oreille et se ramifie sur toute l'étendue faciale en se divisant dans la glande parotide située en avant de l'oreille. Toute plaie profonde de la face peut entraîner une section des filets nerveux avec pour conséquence une paralysie des muscles innervés par le nerf. La recherche d'une paralysie est donc primordiale lors de l'examen clinique. Il faut absolument le faire avant d'opérer la face du patient, pour le patient mais aussi et principalement pour vous, afin d'éviter des problèmes médico-légaux. Car si le patient vient apparemment sans paralysie faciale et qu'après votre intervention chirurgicale il en a une, vous serez le seul tenu responsable de cette paralysie. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner pour